Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers, et je vous souhaite la bienvenue dans le 26e épisode de ce podcast où je vais vous parler de presque terre potentiellement habitable, de nébuleuses, de cinéma et d'un jeu pour iPad. Commençons avec 3 événements cette semaine, mais d'abord toutes mes excuses parce que les 3 événements en question se terminent en ce moment. Le premier, c'est le Festival du film scientifique de La Réunion, ouvert à tous, amateurs et professionnels. Les inscriptions au concours étaient ouvertes jusqu'au 1er mars pour une diffusion des films entre le 12 et le 20 avril à Sainte-Marie. C'est donc fini, ok, d'accord, mais au moins vous aurez le tuyau pour l'année prochaine si ça vous dit. Le deuxième, c'est le Festival international du film de Boulogne-Billancourt. Alors quel rapport avec l'univers, me direz-vous? Il se trouve qu'un des films en compétition est un documentaire qui s'appelle Toucher le ciel, dont voici l'accroche. Toucher le ciel est un film documentaire et destiné à tous ceux qui ont un jour rêvé de voyager dans l'espace. Pas à pas, nous suivons le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, sur la route qui le mènera à la Station spatiale internationale jusqu'à son retour brutal sur Terre. À travers ses confidences, nous entrons dans la tête de l'apprenti cosmonaute, tantôt serein et confiant, tantôt dépassé par les événements, investi de sa mission poétique. Voilà un artiste lancé dans l'espace avec ses doutes, ses espoirs, mais aussi son émerveillement absolu, et un poème à livrer. Je veux absolument voir ce film, qui est projeté ce samedi 20 avril à 19h30 à Boulogne, au cinéma Pathé. Pour le prix de 3 €, j'y serai donc et je vous raconterai. Et enfin, troisième événement, c'était la semaine de l'astronomie à Nice, mais ça se termine ce dimanche 21 avril. Oui, non mais voilà, je suis bonne à rien cette semaine. Il y avait des conférences, des ateliers, des visites, des observations, et il se trouve que le thème de l'année était les grandes découvertes en hommage à Johannes Kepler, ce qui nous amène à la personnalité de la semaine. Vous noterez donc la transition de ouf. La personnalité de la semaine. Donc, Johannes Kepler est un astronome allemand, né en 1571 et mort en 1630, et il a eu une vie bien chelou et bien remplie. Il est né prématuré et il a eu la petite vérole à 3 ans, ce qui a beaucoup affaibli sa vue et sa santé. Sa mère et sa tante ont été accusées de sorcellerie, sa tante en est morte sur un bûcher. Ses parents n'avaient pas l'air commodes du tout, mais ils l'ont quand même emmené voir le passage d'une comète et une éclipse de lune. Mais c'est un peu par hasard qu'il est devenu astronome. En fait, il voulait être ministre luthérien, mais il y avait un poste de prof de maths qui s'était libéré, alors il a abandonné la théologie pour aller enseigner. Bon, je vous la fais courte, hein. Il trouve les lois de Kepler, qui sont 3 relations mathématiques qui règlent le mouvement des planètes sur leurs orbites. Il invente une nouvelle science, l'optique, un comble pour un mec qui voit pas hyper bien, et il a été le précurseur des romans de science-fiction. Rien que ça. J'en passe et des meilleurs, bien entendu, il y a des tas d'autres trucs plus ou moins anecdotiques et intéressants à savoir, et pour le coup, ma seule source est Wikipédia. Je vous invite donc à aller visiter sa page. Mais pourquoi vous parler de lui cette semaine ? Il y a une raison, hein, si, c'est pas tout à fait gratuit, c'est tout simplement parce que, entre autres choses, comme des cratères, un opéra, un astéroïde, une police de caractère ou une supernova, le nom de Kepler a été donné à un télescope spatial dont je vous parle très souvent, puisqu'il s'agit de celui qui découvre les exoplanètes. Il y en a qui suivent. Or, il a fait une grande découverte cette semaine encore. Figurez-vous que le boulot de ce fabuleux outil est de sonder 2 régions précises de l'espace, à savoir la constellation de la Lyre et la constellation du Cygne, à la recherche d'exoplanètes en général et de presque Terre en particulier. C'est plutôt ça qui nous intéresse. Enfin, moi en tout cas. Et il se trouve qu'autour de la 62e étoile qu'il a scrutée, qui s'appelle donc Kepler 62, il a trouvé 2 exoplanètes à peine plus grosses que la Terre, très probablement telluriques et dans la zone habitable de leur étoile. Voici un schéma comparatif des planètes telluriques de notre système solaire en bas et de celui de Kepler 62 en haut. Alors la zone verte, c'est la zone habitable. Donc nous, on y a Mars et la Terre, et eux, ils y ont Kepler 62e et Kepler 62f. Kepler 62f, je ne sais pas à quoi tu ressembles, je ne sais pas si t'es habité, mais je te kiffe déjà. Dès que je trouve un moyen de parcourir 1200 années-lumière dans un temps raisonnable, je fais mon petit baluchon et je te rejoins. Hein ? Plus sérieusement, bon, parce que quand même, faut pas déconner, tout ceci est quand même de bon augure, hein. Plus on trouve ce genre de planètes, plus on peut affirmer qu'il existe sans doute des milliards de planètes comme la nôtre, et donc potentiellement la vie, voire l'intelligence, sait-on jamais. D'ailleurs, Geoffrey Marcy, un membre de l'équipe qui travaille sur le projet Kepler, a dit, je le cite, Kepler et d'autres expériences découvrent des planètes qui nous rappellent de plus en plus notre maison. C'est un moment incroyable pour la science. Nous n'avons pas encore trouvé la Terre 2.0, mais on peut la goûter, la sentir, juste là, de notre bout du doigt technologique.
C'est beau ce qu'il dit, le monsieur, hein. Moi ça m'émeut, voilà. Alors bref, donc si on connaît la taille de ces planètes, on ne connaît pas de manière certaine leur composition et encore moins leur atmosphère, comme c'est le cas pour d'autres. Comme elles sont trop loin pour être étudiées du sol, il y a une autre solution, ce serait de les faire écouter par SETI, qui tente de capter des ondes de radio extraterrestres depuis des dizaines d'années. Et c'est futurascience.fr qui aura le mot de la fin, je cite. Les exoplanètes débusquées par Kepler constituent des proies de choix, Kepler 62 est de cela. Mais l'étoile, âgée de 7 milliards d'années, est née 2 milliards d'années avant notre Soleil. Si la vie s'est développée sur l'une de ces planètes, si elle a évolué à peu près au même rythme, si elle a conduit à des êtres conscients et si leur civilisation a perduré, qu'aurait-il donc à nous dire ? Le 24 avril 1990 fut le jour où un autre télescope spatial dont je vous parle très souvent, Hubble, s'est arraché de la gravité terrestre pour aller se mettre en orbite et nous apporter des images, des données et des résultats qui dépassent les espérances. Et pour fêter ses 23 ans de bons et loyaux services, il nous offre une nouvelle image d'une des nébuleuses les plus célèbres, la nébuleuse de la tête de cheval. La voici donc en infrarouge et dans la lumière visible. Et continuons dans les merveilles de la nature avec cette photo de Jupiter et de sa lune Io, qui est un satellite tout jaune et très actif puisqu'il est constellé de volcans. Voilà, c'est beau, ça a l'air paisible même si ça ne l'est pas du tout, c'est de la poésie visuelle et ça fait partie de notre système solaire. J'ose même pas imaginer la beauté de Kepler 62F là par exemple, vous voyez. Sans transition, un tweet. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui m'amuse à créer des comptes à des planètes, des particules ou des entités imaginaires. Il y a aussi la personne aussi folle que moi derrière Dieu officiel qui nous dit une très belle chose. Vos deux plus belles langues ne sont pas l'anglais, l'italien ou je ne sais quoi, ce sont les maths et la musique. Et je suis tellement d'accord. La musique, c'est d'ailleurs beaucoup de maths, hein, et si je connais la musique, je dis très souvent qu'un jour, j'apprendrai les maths, parce que j'aimerais vraiment savoir lire des équations, qui sont les trucs les plus fascinants au monde à peu près, hein, vu qu'elles le décrivent, le monde. Bref. C'est pas souvent, mais parlons d'un film qui est sorti il y a pas longtemps, tiens. Je suis allée voir Oblivion, et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors ne vous fiez pas à la bande-annonce, elle est mensongère, elle est aussi rythmée que le film est lent, hein, surtout au début. Alors du coup, j'étais là sur mon siège à m'impatienter, voilà. Et puis à un moment, je me suis dit, mais profite, t'es devant un film de science-fiction. Avec des images et des décors absolument fabuleux, on te donne la chance d'entrer dans un quotidien futuriste complètement différent du tien qui te saoule, mais profite-en. Et à partir de là, j'ai tellement apprécié ces premières 45 minutes de quasi-contemplation, vous pouvez pas imaginer. Bon, le pitch peut-être. On est en 2077 et il y a une espèce extraterrestre nommée les Chacals qui ont déclaré la guerre à la Terre. Finalement, on a gagné cette guerre mais à renfort de bombes atomiques, donc la planète n'est plus vivable. Du coup, toute l'humanité est envoyée vers Titan en passant par un gros vaisseau qui s'appelle le TET, parce qu'il est en forme de tétraède, et qui supervise les opérations. Dans ces opérations, justement, il y a des énormes pompes qui prennent toute l'eau des océans parce que ça peut être vachement utile sur Titan où il n'y a pas d'eau. Et pour la maintenance de ces pompes, il y a Jack, le mécano, et Vika qui supervisent son travail, qui habitent dans une maison perchée très loin du sol pour éviter les radiations. Et ils doivent surveiller le bon fonctionnement des pompes à eau et des drones qui patrouillent un peu partout pour empêcher les vilains chacals de saccager le boulot. Voilà, c'est le pitch de départ. Alors, bien entendu, c'est bourré d'incohérences. Il y a une ou deux grosses ficelles sentimentalistes insupportables de films hollywoodiens, et on voit Tom Cruise à chaque putain de plan. Mais, en ce qui me concerne, ça a rempli toutes les conditions que je cherche quand je vais au cinéma. 1. M'en mettre plein la vue. 2. M'emmener très loin. Et 3. Me raconter une histoire. Toutes les cases sont cochées, et voilà, moi je suis contente, ça m'a bien plu. Tous les jours en ce moment, j'ai envie de me barrer. Je n'ai plus foi en l'humanité. Je veux aller ailleurs et tout recommencer. Je veux même m'inscrire à Mars One qui offre un ticket pour Mars sans billet retour. C'est dire mon état de désespoir. Et même si ce ne sera probablement pas possible pour moi, au moins dans ce genre de film, t'es ailleurs pendant 2 bonnes heures et ça fait un bien fou. Voilà! Bon, c'est peut-être la fièvre qui parle aussi, hein. Je ne suis pas si désespérée que ça par la nature humaine. Mais quand même, il faut bien avouer que les informations de ces dernières semaines, ces derniers jours, sont pas très reluisantes. Mais justement, terminons de manière un peu plus ludique et un peu plus positive.
sur une autre manière d'être ailleurs et d'avoir l'impression de maîtriser à peu près son destin, un jeu. Il s'appelle Waking Mars, il se déroule sur Mars donc, et voici le trailer. Alors personnellement, moi j'y joue sur iPad et déjà que je suis assez éblouie au niveau de l'image sur l'iPad 1, parce que j'ai toujours mon iPad 1, j'imagine même pas ce que ça peut donner en écran Retina. Mais si vous n'avez pas d'iPad, il est disponible sur iPhone, iPod Touch et Mac, et si vous n'avez pas de marque à la pomme, il est disponible aussi sur Android, pour Windows et pour Linux. Il vaut 9,99$ et même la BO avec 31 pistes est disponible. Alors j'évite un maximum les jeux parce que j'ai déjà bien assez d'addictions comme ça, donc je suis pas la plus calée en jeu, mais je trouve celui-là vraiment top. C'est la fin de ce 26e épisode, je vous remercie de l'avoir écouté, n'hésitez pas à noter et à commenter sur iTunes, ça me fait vraiment plaisir, c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Comme je l'ai annoncé sur Twitter, cette première saison de la folle histoire de l'univers s'arrêtera après le numéro 30, et j'espère pouvoir tenir jusque-là étant donné mon état de fatigue avancé. Je ne sais pas du tout si je reprendrai à la rentrée, tout dépendra de ce que je ferai, et je ne le sais pas encore, c'est le lot de tout intermittent du spectacle. Donc en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour sûr, et cette semaine dans le 20h, notre reporter en chef Jean-Marc Manac a réussi à se procurer des documents prouvant une étrange alliance entre Microsoft et l'armée française. Tout ça n'est pas bien clair, et on en parle donc demain soir, dimanche 21 avril à 20h sur France 5, ou en ligne sur le 2020h.com comme toutes les autres émissions. À la semaine prochaine.